Bienvenue à Consultant local. Je suis Nancy et je suis en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a une personne vraiment extraordinaire, une maman dévouée que j'avais tellement hâte de vous présenter. Mélanie, merci d'avoir accepté de venir témoigner de ton vécu avec ta fille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce qu'elle a, ta fille, de particulier? Bonjour, ma fille, elle a 7 ans et elle a un trouble du spectre de l'autisme de niveau 2 avec un trouble de conduite avec opposition. Fait que quand tu as su ça, comment ça s'est passé? Sur le coup, ça fait mal. J'ai pleuré beaucoup. C'est un deuil à faire, je ne veux pas. Mais on a décidé de passer par-dessus puis de transformer ça en positif. Est-ce que c'est dès sa naissance que tu as ressenti qu'il y avait quelque chose de particulier avec ta fille? Non, non. Ma fille, en fait, on a eu des doutes au CPE. Elle a été 1 an en CPE quand elle avait 3 ans. Mais en milieu familial, elle fonctionnait à merveille. Donc, on l'a remis en milieu familial et à la rentrée scolaire, à la maternelle, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Puis qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau du primaire quand elle a commencé l'école? Je ne comprends pas ta question, Audrey. Au niveau de justement, quand elle a commencé l'école, qu'est-ce qui est arrivé que ça a pu justement comprendre le diagnostic? C'est que de TSA. En fait, ma fille, quand elle n'était pas bien en classe, elle se sauvait. Donc, elle ouvrait la porte de l'école et elle se sauvait dans la rue. Donc, rapidement, l'école a commencé à sonner l'alarme parce qu'un enfant qui sauve d'école, c'est dangereux. Elle faisait des crises de colère complètement disproportionnées. Elle lançait des meubles, elle faisait mal aux amis. Elle se déshabillait quand elle était stressée. Elle se mettait complètement nue à l'école. Fait que c'est plusieurs petites choses comme ça, mis bout à bout, qui faisaient qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis ça, c'était pas des comportements que tu voyais à la maison? Non, pas du tout. À la maison, on avait une petite fille qui était quand même indépendante, qui aimait plus jouer tout seule, qui cherchait plus la compagnie des adultes. On avait remarqué qu'elle avait, tu sais, exemple, les jeans, elle n'aimait pas en porter, mais on se disait, c'est sa personnalité, c'est correct. Elle n'aimait pas les bruits forts, mais on se disait, bon, elle a le droit, hein, chaque être humain a sa personnalité. Mais non, on n'avait pas de crise de colère ou de comportement explosif à ce point-là à la maison. Fait que j'imagine que quand l'école t'appelle pour t'expliquer ça, ça doit être très difficile de croire à ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, si on n'avait pas eu les mêmes problèmes au CPE l'année où elle est allée, probablement que je ne les aurais même pas cru. Mais comme ça s'est arrivé, ben, on n'avait pas le choix de faire comme, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand elle est en gros groupe. Puis là, comment on fait comme parent pour aller chercher le diagnostic? Est-ce que c'est avec le médecin de famille? Comment ça se passe? Ben, dans le cas de ma fille, l'école a fait une demande au DI TSADP de ma région. J'ai été voir son pédiatre. Sur le coup, le pédiatre m'a dit que c'était un TDAH. On la médicamentait, puis on n'en parlait plus. J'ai refusé. J'ai demandé l'évaluation. Donc, le pédiatre a fait une 2e demande au DI TSADP. Je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Fait que moi, j'en ai fait une 3e qui va avoir mené à l'évaluation de ma fille. Quand même. Puis, justement, tout ce développement-là pour avoir le diagnostic, je comprends qu'il y a eu 3 demandes quand même. Est-ce que ça a pris énormément de temps? Non. Dans mon cas, honnêtement, si la COVID s'en était pas mêlée, en dedans de 6 mois, ma fille était évaluée. Quand même. Puis ça, tu as été au privé ou au public? Moi, j'ai été au public. J'ai vraiment fait affaire avec ce qu'on appelait autrefois le CLSC de ma région. Quand même. Puis, justement, comment fonctionne un diagnostic? La façon que ça fonctionnait avec ma fille, parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait des cas qui appellent des cas de salle d'attente. Donc, des enfants que tu regardes et tu sais tout de suite ce qu'ils ont, ce qui n'était pas le cas de Coralie. Donc, de la façon que ça fonctionnait, moi, j'ai eu une première rencontre de groupe de parents au CLSC où ils nous ont expliqué comment allait se dérouler le processus et tout. J'ai une psychoéducatrice qui a commencé à venir à la maison m'aider. Et pour le diagnostic, le premier rendez-vous était à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. C'était en audiologie. Il allait vérifier ses oreilles pour être sûr que ce n'était pas juste parce qu'elle n'entendait pas bien. Ensuite, on avait 3 journées
d'évaluation avec ma fille au bouclier, qui appartient au DITSADP. Et là, on avait orthophoniste, neuropsychologue, orthophoniste, psychoéducatrice, neuropsychologue. Elle a vu aussi un pédiatre. C'est une équipe multidisciplinaire qui prend l'enfant en charge pendant 3 jours d'évaluation. Et 1 mois après, on nous revient avec un diagnostic. Quand même, c'est quand même bien encadré pour pouvoir savoir. Et quand tu as eu justement le diagnostic, comment tu t'es sentie, toi, en tant que parent? Honnêtement, je pensais que ça m'aurait soulagée, puis ça a été le contraire. Ça m'a fait mal. Tu sais, là, c'était plus juste un soupçon. Là, c'était officiel. Ma fille était autiste. Puis le trouble de conduite, je ne m'attendais pas à ça, je vais être honnête. J'ai eu peur, surtout qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas me garantir que ma fille serait capable d'avoir une vie normale un jour, donc d'être 100% autonome, ce qui est assez déroutant en tant que parent. J'imagine. Et toi, est-ce que tu as été capable de continuer à travailler? Non, pas sur le coup. J'ai la chance d'avoir un bon employeur. Après 2 ans presque d'arrêt de travail, mon employeur a accepté d'adapter mon horaire pour me permettre de m'occuper de ma fille. Mais non, moi, ma fille, elle a perdu le droit au service de garde à l'école parce qu'ils n'ont pas de personnel adapté au service de garde pour s'occuper des enfants à besoins particuliers. Donc, moi, ma fille arrivait de l'école à 3 heures et ça prenait quelqu'un à la maison pour l'attendre. Je faisais du 9 à 5, je travaille dans un bureau. Donc, mon horaire ne me permettait plus de m'occuper d'elle. L'école me l'expulsait à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'allais travailler, mais vers 9h30, 10h, il fallait que je quitte pour aller la chercher. Mon boss m'a fait comprendre à un moment donné qu'on avait un problème, puis je le comprenais. C'est mon compte de banque aussi. Il comprenait à le comprendre. Tu sais, je partais à tous les jours du bureau, fait que, veux pas, ça commençait à apparaître. Puis, trouver quelqu'un pour venir la garder à la maison, j'ai cherché beaucoup. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était au privé, si on parle de 25 de l'heure, soit environ 1 500 par mois. C'est vraiment énorme, hein? Fait qu'on doit tout se réadapter, c'est ce que je comprends. Puis est-ce que toi, ça t'a amené à des projets différents dans le futur? Oui, moi, je travaille dans un bureau depuis 10 ans et j'aimais beaucoup mon emploi, mais il a fallu que je me résigne que côté financier, côté disponibilité pour ma famille et ma fille en particulier, ça ne fonctionnerait plus. Donc, je suis en train de finir mon secondaire et j'aimerais, dans un avenir rapproché, devenir technicienne en éducation spécialisée avec un ASC spécialisé en troubles du spectre de l'autisme pour aider des enfants comme ma fille et des parents qui traversent ce que j'ai traversé moi aussi. Quel beau projet, hein? Puis, je sais que c'est Audrey qui va conclure l'entrevue, mais je veux juste vous dire que Mélanie, elle a plein de ressources. Fait que vous allez pouvoir aller suivre sur ses réseaux sociaux pour aller chercher toutes les ressources qu'elle a découvertes, qui a pu aider pour elle, pour sa fille. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'elle est là, elle est bienveillante pour pouvoir aider tous les parents qui en ont besoin de cette aide-là. Et pour ça, puis pour la belle entrevue, merci beaucoup, Mélanie. Je sais qu'on va se revoir pour d'autres projets, j'en suis convaincue. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup, Mélanie. Puis, en fait, avant de conclure, je voulais juste savoir, pour les parents, justement, qui sont en ce moment dans le cheminement d'un diagnostic, qu'est-ce que tu leur suggérerais dans un futur par rapport à l'étiquette qui va être mise sur l'enfant? On parle d'une étiquette, mais honnêtement, je trouve que ce n'est pas le bon mot. C'est des services incroyables qui s'offrent aux enfants. Je sais qu'on a peur que la vision des gens par rapport à nos enfants change, mais les services sont incroyables, puis ça ne fait pas de nos enfants des gens moins intelligents ou... Moi, je pense qu'avec de la volonté, comme n'importe quel être humain, ma fille va faire ce qu'elle veut dans sa vie. La seule chose qui est importante en tant que parent dans ce cheminement-là, c'est de ne pas s'oublier et de se donner le droit de vivre nos émotions. Parce que oui, il y a un deuil à faire. On se sent mal parce que c'est nos enfants, mais on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas comprendre. Mais à long terme, on a le choix aussi de le vivre positivement ou de toujours se voir, je vais dire, un peu comme une victime. Si on passe notre vie à se dire pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, on n'avancera pas, puis nos enfants non plus. Wow!
C'est une très belle conclusion, je dois t'avouer. J'adore. Donc, pour toutes les personnes qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Puis vous allez voir, moi, je l'ai connu par TikTok et c'est tellement intéressant. Tout ce que tu as apporté, tout ce que tu donnes en fait comme outil que tu as avec ta fille, je trouve ça extraordinaire. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Donc, un gros merci, Mélanie. Puis pour tout le monde, faites un petit j'aime, un petit pouce. Vous savez c'est quoi faire. En fait, ça l'aide énormément. En fait, tous les gens en ce moment qui sont à la recherche d'outils, d'aide, plus on en parle, plus on partage, plus les gens vont être au courant, puis mieux tout le monde va être. Donc, un gros merci, Mélanie. Ça me fait plaisir.